Bonsoir à toutes et à tous, les titres de cette édition. À travers un communiqué, le président de l'ancien parti PRD, Adrien Roubedi, a réagi aux rumeurs relayées dans certains médias faisant état de soutien déjà acquis de sa part à un candidat pour la présidentielle du 12 avril 2026. Les détails dans cette édition. Les démocrates ont exprimé leurs inquiétudes liées à l'utilisation du quitus fiscal dans le cadre des élections générales de 2026. Jean-Baptiste Elias, président du FONAC, apprécie cette démarche. La Ligue professionnelle de football du Bénin, saison 2025-2026, démarre le 27 septembre prochain. À suivre dans cette édition le programme de la première journée. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjourmendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Bonsoir à nouveau. Maître Adrien Roubedi a réagi aux rumeurs relayées dans certains médias faisant état d'un soutien déjà acquis de sa part à un candidat pour la présidentielle du 12 avril 2026. Selon lui, il est inimaginable qu'il puisse prendre parti à ce stade alors que seul un candidat est officiellement désigné et qu'il n'a pas encore rendu public un projet de société ou un programme. L'ancien président du Parlement béninois insiste sur le fait que son choix futur sera guidé non par des affinités personnelles, mais par la pertinence de programmes et l'aptitude du candidat à incarner les valeurs auxquelles il croit. Adrien Roubedi, il faut le noter, a réagi dans un communiqué en date du 19 septembre 2025 depuis Toronto, Canada, où il séjourne pour des raisons familiales. On parle à présent de Jean-Baptiste Elias, président du FONAC, qui s'est prononcé par rapport à la démarche du parti Les Démocrates. En effet, le parti Les Démocrates, le 15 septembre dernier, s'est exprimé sur l'utilisation du quitus fiscal dans le cadre des élections générales de 2026. Et à cet effet, Jean-Baptiste Elias a donné son avis sur leur démarche. On l'écoute. Non, ce qu'il revendiquait, à notre avis et à l'avis de tout le monde, était aussi facile. Je n'ai même pas compris pourquoi la Direction générale des impôts a mis ça dans le dossier pour dire quitus fiscal. Vous demandez quitus fiscal pour être candidat à quoi? Président de la République, député ou municipal? Ce n'est pas nécessaire. Pour la simple raison que le document de quitus fiscal, j'ai payé mes impôts, point final, terminé. Si je paye mes impôts, c'est libre à moi de savoir à quoi je vais m'en servir. Je vous donne un exemple. Nous mettons en place, le pays met en place, le gouvernement met en place, les dirigeants mettent en place le concours d'entrée dans la fonction publique. On a ouvert des concours pour
le ministère X. Et il y a concours pour les contrôleurs, concours pour les administrateurs, concours pour les inspecteurs, dans chacun des domaines. Je vais sur le site, je demande mon acte de naissance. Il ne faut pas que quelqu'un me demande, mais tu veux faire l'acte de naissance pour quel concours? Ce n'est pas nécessaire. Je peux participer à tous les concours. Et donc, ce n'est pas nécessaire de me demander, je veux le quitus fiscal pour être candidat à quelle élection? Parce qu'aujourd'hui, selon le code électoral, celui qui a 41 ans, entre 41 ans et 69 ans, est en mesure de participer aux 3 élections. Lui seul. Il peut participer aux 3 élections. Il peut participer aux élections municipales et communales. Il peut participer aux élections législatives. Il peut participer à l'élection présidentielle. Donc, on n'a pas besoin de lui demander pour quelle élection voulez-vous participer en demandant le quitus fiscal. C'était vraiment un élément important. Heureusement que la raison a triomphé et que cette affaire-là est passée derrière nous pour qu'on puisse parler d'autre chose. Donc, ce n'était pas nécessaire d'avoir fait ça, quelles que soient même les explications qu'on a données pour dire c'était pour aller vite, etc. Mais non, la Direction générale des impôts était dans son tort, ne pouvait pas demander ce qu'elle a demandé, d'une part. D'autre part, oui, elle ne peut pas le demander parce qu'elle aurait pu prendre le temps nécessaire pour ouvrir la plateforme à temps. Parce que leur communiqué, on en parlera tout à l'heure, qu'ils ont sorti le 12 septembre 2025, a dit que le quitus fiscal sera pris en compte pour les impôts payés au 31 décembre 2024. Ça veut dire qu'à partir du 1er janvier 2025, je suis en droit de demander le quitus fiscal pour demander si je suis à jour vis-à-vis du fisc 2022, 2023, 2024. Pourquoi ils ont attendu jusqu'au 12 septembre 2025 avant d'ouvrir la plateforme pour demander à ce que les gens aillent sur le site, alors que nous sommes à moins d'1 mois et demi de l'échéance pour que les dossiers soient déposés. Donc, ce n'était pas nécessaire de dire, dites-nous pour quelle élection vous voulez aller pour que nous puissions aller vite. Non, pas du tout, ce n'était pas bon. Vous savez, j'ai parlé tout à l'heure de 2018. À partir de 2018, où ce quitus fiscal est devenu une obligation et que les responsables au niveau de l'exécutif ont décidé que seul le directeur général au niveau national ou le directeur général adjoint au niveau national des impôts, l'un ou l'autre, soit en mesure de délivrer le quitus fiscal pour les élections. Parce qu'avant, on aurait pu décentraliser, demander à ce que les services fiscaux qui sont dans les départements décentralisés puissent le faire. On dit non, pour les élections, ça doit être le directeur général ou le directeur général adjoint. À partir de cet instant-là, il faudrait comprendre un peu comment les choses se passent. Les élections du 28 avril 2019 ont créé des problèmes. Et ça, vous le savez, ça. Il y a des citoyens qui ont payé leurs impôts, qui ont apporté la preuve qu'ils ont payé leurs impôts et qui n'ont pas eu le quitus fiscal. Jean-Baptiste Elias est revenu sur la notion du quitus fiscal. On l'écoute à nouveau. Dans un État, les responsables mis en place pour travailler pour le bien-être de la population ont besoin des ressources. Et chaque individu doit apporter sa contribution d'une manière ou d'une autre pour permettre aux dirigeants d'avoir les ressources nécessaires pour contribuer au bien-être de chacun de nous. La construction des routes, la construction des hôpitaux, des maternités et autres, les bourses à attribuer aux élèves et étudiants, le panier de la ménagère, les soins de santé, tout ça là, il faut des ressources. Et pour que ces ressources arrivent, on demande la contribution de chacun pour la caisse commune que nous confions aux dirigeants du pays afin que ça soit géré parcimonieusement et que l'on puisse avoir le résultat de ce qui est prévu dans le budget national pour permettre à ce que les réalisations soient faites. Donc, c'est important de mettre la fiscalité en jeu et tous les pays du monde, je dis bien tous les pays du monde, font appel à la contribution de chaque citoyen
Et c'est ça là que nous mettons, entre autres, dans le panier de la fiscalité. Et c'est de ça qu'il s'agit quand on parle de quitus fiscal, à savoir, je suis un bon citoyen. J'ai payé mes impôts, j'ai payé mes taxes, j'ai payé mes redevances pour permettre à ce que les dirigeants puissent travailler pour le bien de la population. Et je suis donc à jour vis-à-vis du fisc. Voilà pourquoi on parle de quitus fiscal. Ça veut dire que je me suis acquitté de ma fiscalité pour permettre à ce que les responsables puissent travailler avec les moyens que nous, les citoyens, nous donnons aux dirigeants pour pouvoir travailler. On peut l'appeler comme on veut, on peut l'appeler être en règle vis-à-vis du fisc, ou bien on peut dire tout simplement, avez-vous payé vos impôts, ou bien on va dire tout simplement, les taxes qui sont, qui incombent à chaque citoyen, sont-elles payées ou pas? Donc on donne le nom que l'on veut. La 11e réunion du Comité consultatif de la concurrence CCC de la CEDEAO se tient depuis ce mardi 23 septembre à Cotonou. À ce rendez-vous, plusieurs points sont à l'ordre du jour. Il s'agit entre autres de la concurrence et de l'application des règles de concurrence dans les États membres. Les travaux, il faut le noter, s'étendent jusqu'au vendredi 26 septembre prochain et rassemblent les experts des États membres pour examiner l'évolution des politiques de concurrence et de protection des consommateurs de la sous-région. La cérémonie a été présidée par Émilie Thibouté-Sama, directrice générale adjointe du cabinet de la ministre de l'Industrie et du Commerce. Elle était accompagnée, il faut le noter, de Siméon Kofi, directeur exécutif de l'autorité régionale de la concurrence de la CEDEAO, du directeur Abeta Limé, président du comité consultatif de la concurrence, et Amadou Diongé, représentant résident de la CEDEAO au Bénin. Autre information dans cette édition, dans le cadre de la lutte contre l'incivisme au Bénin, le commissariat du 5e arrondissement de Cotonou a procédé le 11 septembre dernier à l'arrestation de certains citoyens qui ont uriné sur les voies publiques. Au micro de Conté Amoussou Morissette Semasoussi, le président de l'ONG Les Béatitudes Honora à Gotomé apprécie cette campagne nationale de lutte contre l'incivisme. On le suit ensemble. Parlant de l'assainissement, c'est des actions permettant d'améliorer le cadre de vie des populations, de préserver leur santé, d'accord, de protéger les ressources naturelles, d'accord, contre les risques liés au rejet de ces eaux, de ces déchets solides, d'accord, et également contre les eaux pluviales. C'est un peu ça, ce qu'on entend par le mot assainissement. Mais si nous venons à l'assainissement de base, je crois que c'est des procédés qui consistent à mettre en place des infrastructures, comme des latrines, les urinoirs, et d'en assurer leur gestion au sein de la communauté. Et quand nous prenons également ce qu'on entend par l'assainissement du milieu, je crois que c'est une méthode et des techniques dont les activités consistent à assurer la salubrité au sein de la communauté. Si nous partons de cette définition, nous devons comprendre que l'environnement dans lequel nous vivons est un patrimoine commun à nous et nous devons en assurer vraiment la salubrité. C'est vrai, aujourd'hui, personne n'a rien à inventer parce que les tests sont tout prévus, la loi a tout prévu, et que s'il n'y avait pas une loi, je crois que ces policiers qui procèdent à ces arrestations ne le feront pas. C'est parce qu'une loi en parle et c'est pourquoi ils sont en train de procéder à ces arrestations. Dimanche 21 septembre dernier, Sylvanus Haïssi, président de la fondation Sylvanus Haïssi, a fait son action de grâce à Dieu lors d'une cérémonie organisée à la paroisse dénommée Jésus-Christ est là. C'était le moment pour lui, ainsi que pour les autres fidèles de cette église, de rendre gloire à Dieu pour les bienfaits reçus au cours de l'année 2025 et de l'année écoulée. Suivez le reportage de Francis Fahmi. Rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits, c'est l'exercice auquel s'adonne Sylvanus Haïssi, président de la fondation Sylvanus Haïssi et président de l'église céleste Jésus-Christ est là. Un moment de communion et d'adoration. Habituellement, c'était les ventes de charité que nous faisons chaque année. Mais depuis 3 ans, le chargé a reçu un message de surseoir la vente de charité et de faire pendant 3 ans les actions de grâce. Donc c'est notre 3e année d'action de grâce. En tant que fidèle de l'Église, président de l'Église, c'est normal que je puisse louer
et adorer et remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait de ma vie, il a fait dans la vie de chacun de nous pour l'Église. À l'édition 2025, tout comme aux précédentes éditions, cette paroisse a su compter sur le concours du président de la Fondation Sylvanus Haïssi. Nous devions rendre grâce à Dieu et nous avons vraiment le soutien toujours de notre président Sylvanus qui nous soutient depuis le début. C'était difficile, on a eu des moments chauds, mais franchement avec le soutien de Dieu, de l'Éternel et bien évidemment de notre président Sylvanus, on a pu célébrer ce culte. La cérémonie d'action de grâce de ce dimanche constitue non seulement une occasion de renforcement de la foi en Dieu et une expression de la gratitude collective, mais représente également le lieu de l'obtention de bénédictions supplémentaires. Quand vous venez louer le Seigneur, vous faites l'action de grâce, vous partez toujours avec des bénédictions. Si vous venez ici avec des problèmes, vous avez des problèmes particuliers, vous ne partez pas avec des problèmes. Donc lorsque vous louez le Seigneur, vous faites l'action de grâce, attendez-vous à un retour, à une récompense. C'est ça surtout qui nous donne la joie, parce que nous pensons déjà que nos problèmes ont eu de solutions. Dieu a écouté nos prières, il a accepté notre action de grâce. Les représentants de la paroisse voient en Sylvanus Haïssi l'image d'un fidèle qui contribue à la cause de la congrégation. Ce n'est pas évident d'avoir des personnes du genre dans l'église parce qu'à des moments donnés c'est difficile de pouvoir gérer déjà son quotidien, de pouvoir gérer sa présence professionnelle et après de pouvoir gérer après ce qui est l'œuvre de Dieu, notamment celle de la paroisse de Jésus-Christ est là. Donc aujourd'hui on a eu des soutiens de tout ordre. La célébration de la messe d'action de grâce dans cette église céleste s'inscrit dans la tradition depuis quelques années déjà. Chaque année, des fidèles venus de plusieurs contrées se réunissent ici pour rendre gloire à Dieu. Le peuple ivoirien s'apprête à désigner un nouveau président pour diriger son pays, alors que l'ancien président Laurent Gbagbo est écarté suite à une décision de la Cour de la justice ivoirienne. Le président Gbagbo ne soutiendra aucun candidat. C'est ce qu'il faut retenir de son discours lors d'un point de presse. Hamzat Abdoulaye, analyste géopolitique, parle de la position de Laurent Gbagbo qui appelle à une mobilisation démocratique. On le suit au micro de Nasserine Fatoumbi. Cette déclaration de Laurent Gbagbo traduise le dernier recours de l'homme, le dernier recours de l'homme politique, le dernier recours de l'ancien chef de l'État de la Côte d'Ivoire, dans la mesure où aujourd'hui il n'a pas une main mise sur les institutions pour faire peser un contrepoids sur la balance, et dans la mesure où les décisions du Conseil constitutionnel sont sans aucun recours en réalité. Donc à ce niveau, je pense que l'objectif c'est d'alerter les consciences, c'est d'alerter les Ivoiriens, d'alerter les citoyens, les populations pour être vent debout contre ce quatrième mandat qui pour moi aujourd'hui est impossible parce qu'à l'heure où nous parlons, on a une liste définitive des candidats retenus par ce Conseil constitutionnel et il ne restera certainement que les yeux pour pleurer pour l'opposition qui n'a pas su s'unir, qui n'a pas pu désigner un plan B à l'instar du Sénégal et qui n'a finalement pas trouvé les moyens nécessaires pour affronter sur le terrain politique M. Alassane Dramane Ouattara. Et aujourd'hui, je pense que cette opposition en paie les pots cassés. La deuxième chose, c'est que ce discours traduit aussi un état général, je vais dire, d'affaiblissement de Laurent Gbagbo et de ses partisans. Dans la mesure où aujourd'hui, Alassane Dramane Ouattara est le garant, je vais dire, de cet état, le garant d'un système et en même temps incarne l'autorité même de l'exercice du pouvoir. Et dans ce sens précis, il va être difficile pour Laurent Gbagbo, qui ne jouit que d'un seul statut en réalité, celui d'ancien président de la République, et qui n'a pas un grand rôle institutionnel au sein de l'organisation de ces élections, et au sein de l'organisation
la classe politique en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ça va être compliqué d'inverser la balance à partir du moment où les jeux sont pipés. La dernière chose à ce niveau, je pense que c'est un discours qui est loin de l'idée qu'on avait de Laurent Gbagbo en tant qu'homme politique belligérant, surtout avec un discours très acerbe, ancré sur l'affrontement, sur la violence et la guerre. Et ça, c'est une maturité aussi peut-être à saluer. Les Ivoiriens ont compris depuis plusieurs années que la réponse doit être sur le terrain politique et non sur le terrain de l'affrontement. Alors on peut comprendre les frustrations des uns et des autres, notamment du camp Thiam, notamment du camp Gbagbo également, et des autres comme monsieur Guillaume Soro et autres ténors de l'opposition comme monsieur Afin N'Guessan, qui ne sont pas officiellement des candidats, mais qui nourrissent des envies un jour de diriger la Côte d'Ivoire en inversant tout ce qui était dans le système Ouattara. Donc, je pense que cette maturité est à saluer. C'est un discours d'apaisement, mais en même temps de revendication. C'est un discours d'alerte, sans pour autant prendre le bâton. Et en même temps, c'est un discours qui dénote une maturité politique qui a atteint tous les esprits aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Parlons toujours d'actualité hors de nos frontières. Le président français Emmanuel Macron a déclaré reconnaître l'État de la Palestine. C'était lors de son discours à la conférence de l'ONU pour la solution à 2 États. Le temps de la paix est-il venu? À cette question a répondu l'analyste géopolitique Hamzat Abdoulaye. On le suit ensemble. Ça risque de changer la donne au niveau de la géopolitique. Et ça risque également d'inverser, je vais dire, le poids d'Israël dans la sous-région. Et bien sûr, ça risque d'avoir également des conséquences sur cette guerre qui a commencé depuis le 7 octobre dans la bande de Gaza et étendue dans toute la Palestine. La deuxième chose, c'est que c'est une décision aussi à saluer parce que ce n'est pas simple, eu égard à ce contexte historique du pogrom juif pendant les années 30. Et c'est surtout un sursaut d'orgueil, je vais dire, de la France vis-à-vis de cette histoire, mais aussi vis-à-vis de ce qu'on observe aujourd'hui, eu égard à cette atrocité commise sur les femmes et des enfants dans la bande de Gaza. Depuis 1948, les États-Unis ont apposé leur veto sur pas moins de 40 résolutions qui étaient en train d'aboutir pour trouver une solution vis-à-vis de la question palestinienne. Donc, la France qui reconnaît aujourd'hui l'État de la Palestine, c'est une façon de mettre un doigt dans le nez des Américains, mais c'est aussi une façon de réinventer, je vais dire, ces normes internationales consistant à s'aligner à chaque fois derrière les Américains. Et enfin, je pense que ça pourrait être le début d'une bonne fin. C'est vrai que ce n'est pas la première fois qu'un État reconnaisse la Palestine comme étant un État souverain. Des États africains, par exemple, reconnaissent la Palestine depuis plusieurs décennies, mais ça n'a pas changé grand chose vis-à-vis de ce rapport de force qui existe et qui n'a pas changé. Mais provenant d'un État comme la France, qui, je le rappelle, est un membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est un message très fort, c'est un message qui pourrait être le début de la fin de ce conflit qui a maintenant beaucoup trop duré avec des milliers de morts sur les consciences. On évoque même aujourd'hui un génocide, même si le chef de l'État français n'a pas prononcé une seule fois le mot génocide dans son discours, il est toujours clair que ce qui se passe dans la bande de Gaza marque les esprits et cette reconnaissance pourrait effectivement être le début d'une
politique d'apaisement général. Dans la page internationale de ce 23 septembre 2025, les pays membres de l'Alliance du Sahel, Burkina, le Mali et le Niger quittent la Cour pénale internationale. Les États-Unis classent le mouvement Antifa comme organisation terroriste. La Russie provoque l'Estonie. L'Espagne enquête sur la Guardia Civile. Le point avec Elisabeth Iladian. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont annoncé leur retrait de la Cour pénale internationale, dénonçant une justice sélective et accusant la CPI d'être un instrument néocolonial. Cette décision, qualifiée de souveraine, marque un tournant dans les relations entre l'Afrique sahélienne et les institutions internationales, tout en soulignant la volonté de ces États de créer leur propre juridiction régionale. Ce retrait illustre la défiance croissante de certains pays africains envers les institutions internationales et pose la question de la légitimité de la CPI face aux accusations de partialité. Le président américain Donald Trump a signé un décret classant le mouvement Antifa comme organisation terroriste au lendemain de l'hommage au militant ultra-conservateur Charlie Kirk. Bien qu'il s'agisse plutôt d'une mouvance informelle qu'un groupe structuré, l'administration américaine l'assimile à une menace anarchiste et violente. Cette décision renforce la polarisation politique aux États-Unis et risque de cristalliser les tensions entre les différentes mouvances idéologiques, soulevant des questions sur la définition du terrorisme intérieur. Après une incursion russe dans l'espace aérien estonien, le Conseil de sécurité de l'ONU et l'OTAN se sont réunis à la demande de l'Estonie. L'attaque a été condamnée comme une provocation et les puissances occidentales ont averti la Russie du risque d'escalade. Vladimir Poutine a proposé de prolonger le traité nucléaire New START d'1 an, signe d'une tentative de dialogue. La situation met en évidence la fragilité des relations internationales et la complexité de la diplomatie sécuritaire en Europe de l'Est entre menaces militaires et volonté de négociation. Le président français Emmanuel Macron a officiellement reconnu l'État de Palestine à l'ONU, un geste diplomatique symbolique visant à préserver la solution à 2 États et stabiliser Gaza. La suite consiste à coordonner avec des partenaires internationaux et convaincre les États-Unis de soutenir une pression sur Israël pour éviter toute aggravation du conflit. Cette reconnaissance marque un tournant historique pour la diplomatie française, mais elle devra s'accompagner d'actions concrètes pour être réellement efficace sur le terrain. Une enquête a été ouverte contre d'anciens dirigeants de la Guardia Civile espagnole pour espionnage d'indépendantistes catalans via le logiciel Pegasus. La plainte déposée par des Catalans met en lumière des pratiques de surveillance controversées. L'affaire souligne les tensions persistantes entre Madrid et les mouvements indépendantistes tout en interrogeant sur la protection des droits numériques et la transparence des forces de l'ordre. Cette série d'événements récents montre que le monde traverse des tensions politiques, sécuritaires et diplomatiques majeures. Du Sahel à l'Europe, en passant par le Moyen-Orient et les États-Unis, chaque décision politique a des répercussions locales et internationales, soulignant l'importance d'un équilibre entre souveraineté, sécurité et respect des droits. En sport, le championnat national de football du Bénin, la première division de la Ligue professionnelle, démarre le 27 septembre 2025. Les différentes équipes vont renouer avec les terrains. Le point des 9 rencontres prévues pour la première journée, signé Anaël Toubou. Démarrage de la saison 2025-2026 de la Ligue professionnelle de football du Bénin. La balle va recommencer à rouler sur l'ensemble des terrains. Le 27 septembre prochain, le top sera donné avec la rencontre Soneb Dadje Football Club face à Coton Football Club. Le champion et le vice-champion en titre de la saison écoulée vont croiser les crampons pour lancer les hostilités. Mais la tenue de cette rencontre reste encore improbable. En effet, Dadje et Coton, représentants du Bénin en compétitions africaines, vont livrer leur match retour du premier tour préliminaire, ce qui pourrait entraîner le report du match. Néanmoins, les autres rencontres pourraient se tenir, notamment Asvo et Rodio seront aux prises à Adjong. La jeunesse sportive de Pobé et l'USS Kraké vont se rencontrer à Pobé. Du côté de Bani Kwara, les hommes de Bani Gansé vont recevoir les Dragons de l'Ouémé. L'AS Cotonou se déplace à Niki pour affronter les Cavaliers de Niki. Deuxième duel à Pobé pour cette première journée, Aema Football Club reçoit Sobemap. À Savalou, Espoir va recevoir l'association sportive du port autonome de Cotonou. Dynamo d'Abomey et les Buffles du Borgou vont s'opposer dans la cité historique d'Abomey. Dernière rencontre, Lotopopo et Damissa Football Club dans la cité balnéaire à Grand Popo. Au total,
9 rencontres sont prévues pour la première journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin, première division, les 27 et 28 septembre 2025. Mesdames, Messieurs, ainsi pour en faire cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à toutes et à tous.